Emmanuel Salle, bonjour. Bonjour. Le premier investissement que vous avez fait de votre vie, c'était quel investissement? C'était quand? Écoutez, le premier investissement véritable que j'ai fait, personnel, hein. à titre personnel, Ouais. c'était sur les comptes épargne, des comptes sur livret, des comptes d'assurance vie. Et puis, quelques années après, le véritable investissement que j'ai fait, c'est d'investir dans ma propre entreprise. Voilà. Donc ça a été vraiment le premier investissement. Et le premier investissement, finalement, comme tout le monde, quoi. Livret Un A. peu plus tard. Le Ouais. premier comme Le tout tout le monde, premier, bien sûr. ouais. Tout à fait, absolument. Bah oui. Normal. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro avec aujourd'hui en face de moi Emmanuel Salle, président de la financière de la Cité depuis presque 20 ans. Vous avez aussi passé 10 ans à la BNP Paribas. Votre métier, Emmanuel Salle, finalement est assez peu illustrable, il est assez peu connu du grand public. C'est pourquoi je vais vous demander de me le pitcher à la manière d'un start-upper que vous n'êtes ou que vous n'êtes pas ou que vous êtes finalement. On a été, Ouais. on a été créé depuis 20 ans. Mais écoutez, notre métier, c'est très simple, c'est de la gestion d'actifs. Alors effectivement, on est un peu dans l'ombre, mais en fait, on est partout, puisque finalement, tous les capitaux qui sont investis par les Français sont gérés par des sociétés de gestion d'actifs qui, effectivement, ont des mandats de la part d'institutions, de banques, de sociétés d'assurance, de grands investisseurs, pour gérer des fonds, pour gérer des capitaux, pour les investir dans l'économie, soit directement, soit au travers de fonds. Donc notre métier, en fait, effectivement, il est un peu en arrière-plan, mais c'est une obligation réglementaire pour les banques d'avoir de recourir à des sociétés de gestion. Donc en fait, nous sommes des intermédiaires, d'une certaine façon, des vecteurs de l'épargne des Français. Donc on s'attache aux banques, aux sociétés d'assurance, on capte l'argent des Français et on l'investit sur les marchés. Et depuis 20 ans que vous êtes donc l'intermédiaire de l'épargne des Français, Emmanuel Salle, vous avez vu, j'imagine, ce monde évoluer. C'est pas la gestion d'actifs et le monde de l'investissement, c'est pas la même chose aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Oui, bien évidemment, on a eu une Qu'est-ce qui a professionnalisation changé, très alors forte. Je crois également une internationalisation, à la fois en Europe d'abord et puis ensuite sur l'ensemble de la planète. Donc aujourd'hui, les portefeuilles d'actions, les portefeuilles d'obligations également que nous gérons sont investis mondialement. Donc on peut librement acheter des actions américaines, des actions chinoises, des obligations irlandaises, que sais-je. Donc effectivement, on a à la fois une professionnalisation et puis également une internationalisation de l'épargne qui sont effectivement des mouvements de fonds extrêmement puissants. Est-ce qu'il y a 20 ans, Emmanuel Salle, il y avait autant d'acteurs dans ce monde très particulier que je le disais, qui n'est pas grand public, que peu de monde connaît, qui pourtant est au centre de toute l'épargne des Français? Est-ce qu'il y a 20 ans, il y avait moins d'acteurs? Est-ce qu'il y en a beaucoup plus, quoi? Il y avait moins d'acteurs, Ouais. et effectivement, la France se caractérise par une très grande diversité des sociétés de gestion. Il y a tout un écosystème des sociétés de gestion en France. C'est une richesse de l'écosystème français, de l'écosystème financier. Il faut le remarquer, on doit avoir aujourd'hui près de 700 sociétés de gestion en France. Donc à la fois de très grosses sociétés de gestion qui sont filiales de BNP Paribas, du Crédit Agricole, de sociétés d'assurance. Qui sont plus connus. Qui sont les plus connus, bien évidemment. Et puis également des petites sociétés de gestion spécialisées dans la clientèle patrimoniale ou dans la clientèle institutionnelle. Donc 700 organisations, vous dites comment est-ce qu'on se singularise au milieu de ces 700 je crois acteurs? Il y a à la fois de grandes sociétés qui sont des filiales de banques, qui donc bien évidemment ont une gestion assez industrielle, qui est liée finalement à leur structure d'activité. Et puis également, vous avez des sociétés de gestion beaucoup plus indépendantes, des sociétés de gestion entrepreneuriales, comme nous le sommes, qui ont la possibilité de prendre peut-être davantage d'indépendance, qui peuvent se considérer, davantage libres d'influence et d'attache idéologique, si je puis dire. La financière de la Cité, donc attache idéologique et la financière de la Cité. D'ailleurs, pourquoi ce nom? Parce que c'est vous qui avez choisi. C'est nous qui l'avons choisi. Oui. On est un investisseur dans la Cité, au sein de la Cité, avec également une prise en compte des enjeux que représente l'investissement. L'investissement, ce n'est pas simplement la recherche du rendement, c'est également la prise en compte d'enjeux extra-financiers. Là, on parle aujourd'hui beaucoup, effectivement, de tout ce qui est normes sociales, environnementales et de gouvernance. Il y a également les enjeux de souveraineté qui deviennent aujourd'hui, à mon avis, absolument essentiels. On parle beaucoup de transition écologique, mais il y a également une transition vers des investissements de souveraineté, des enjeux de souveraineté ou d'autonomie stratégique, comme on dit. Et je crois que cela fait partie, des enjeux d'une société de gestion, d'un acteur du système financier comme nous, de pouvoir contribuer à ce mouvement, à cette évolution. À la transition énergétique, à la transition climatique et à un investissement
vert, en fait. On a l'impression qu'aujourd'hui, vous n'y achetez pas. J'ai l'impression que tout le monde veut être plus vert. Effectivement, il y a une sorte c'est une obsession, quoi. Ça devient un tout petit peu idéologique. Il y a une forme de verdissement de l'ensemble de l'industrie, avec des aspects qui sont un tout petit peu comiques. Certains fonds d'investissement, d'ailleurs, changent leur nom et rajoute une touche de green dans tout ça. Oui, vous savez, c'est un peu comme M. Jourdain, tout le monde fait du green sans le savoir. Donc, de notre côté, je dirais que nous nous situons dans cet environnement, donc on doit bien évidemment prendre en considération ces aspects dans notre politique de placement. Néanmoins, nous n'en faisons pas le fil conducteur de nos choix d'investissement. Donc, votre métier également, Emmanuel Salle, si je comprends bien, si je vous écoute bien, c'est aussi d'avoir une veille, de prendre le pouls de la société et des tendances sociétale, si je puis dire, parce que si l'investissement est au cœur de l'épargne des Français, eh bien, les épargnants français sont sensibles à toutes ces causes, toutes ces tendances. Bien évidemment, c'est-à-dire que la grande difficulté de notre marché, c'est qu'on se situe dans le grand bain, si je puis dire, dans la bourse. Donc les cours évoluent tous les jours, les prix de marché évoluent tous les jours, mais il faut savoir prendre un tout petit peu de distance par rapport à cette variabilité, si je puis dire, de la bourse pour pouvoir identifier les tendances de fond et savoir surtout garder son sang-froid lorsque les mouvements de bourse sont orientés à la baisse. Emmanuel Salle, j'ai déjà posé cette question 1000 fois, mais la crise sanitaire, elle a changé quoi pour vous quand vous avez vu, comme tout le monde, cette espèce de situation inédite, le confinement et compagnie, qu'est-ce qui s'est passé dans les coulisses avec vos clients, avec vos collaborateurs? Qu'est-ce que vous avez fait dans un premier temps, et surtout qu'est-ce que vous avez observé comme comportement de l'épargnant? De notre côté, ça a été un non-événement parce que tous nos systèmes sont entièrement, informatisés. Donc, comme beaucoup d'entreprises, la crise sanitaire en tant que telle n'a pas eu d'impact direct sur notre activité. Ce qu'on a pu noter, en revanche, c'est un changement important de comportement au sein des entreprises, avec vraisemblablement des gains de productivité qui ont été mis au jour à cette occasion et qui étaient d'une certaine façon latents au sein des entreprises. Et plus largement, ce que nous avons noté, c'est la capacité des États et des banques centrales à venir au secours de l'économie, à venir au secours tout simplement des populations pour éviter un effondrement total des systèmes de place et tout simplement des activités économiques, ce qui aurait été le cas si nous n'avions pas eu l'action des États et des banques centrales. Donc je crois qu'aujourd'hui, on doit se féliciter de ce qui a été fait et il faut vraisemblablement s'appuyer sur cet exemple pour aller plus loin dans d'autres domaines. Et cette agilité, si je puis me permettre, est-ce que ça vous a étonné, ça vous a inspiré quelles émotions? Vous aviez peur ou vous vous disiez ça va forcément se passer comme ça, quoi? Écoutez, on avait quelques inquiétudes à la suite de la crise de 2007, où effectivement on sait que les banques centrales et les États avaient d'une certaine façon laissé les choses, laissé la crise se développer avec des risques en Grèce, en Italie. C'était quand même une période assez difficile. Là, on doit reconnaître que les États et les banques centrales sont intervenus très en amont, principalement la Réserve fédérale en premier, et puis ensuite la Banque centrale européenne, les différents gouvernements européens. Donc je crois qu'on doit se féliciter, à mon sens, de l'action des États à cette occasion. Je pense que les leçons de la crise de 2008, d'une certaine façon, avaient été tirées. Donc, cocorico, vous dites-vous? Je dis plutôt cocorico, effectivement, sur la façon dont l'État, d'une part, et la Banque centrale européenne, d'autre part, se sont comportés durant la crise financière, durant la crise sanitaire. Emmanuel Salle, vous êtes quelqu'un de particulier, parce que vous êtes normalien, vous êtes agrégé de philo, et donc vous êtes aujourd'hui avec une cravate, un costume, et patron d'une société de finance. Pardonnez-moi, je caricature, mais il faut caricaturer pour... Je pense pas que je sois le seul normalien à porter vous ne m'en voulez pas. Alors ça va, vous allez me le dire. Est-ce que vous faites figure d'exception parmi vos camarades de promo? On peut aimer la philo et faire de la finance, ça va de soi. Mais... Écoutez, effectivement, il n'y en a pas beaucoup. J'ai le sentiment que c'est utile. Oui. C'est utile parce que je crois que sur les marchés financiers, vous avez beaucoup de narratifs, comme on dit, beaucoup de mythes. Donc, et puis également, il faut avoir la profondeur historique nécessaire pour pouvoir également évaluer les courants intellectuels et les courants de marché. Vous parliez de la crise sanitaire, c'était 100 ans après la grippe espagnole. Et on voit que durant la grippe espagnole, les banques centrales ont essentiellement essayé de contracter plutôt le mouvement, ont plutôt mené des politiques déflationnistes. Donc c'est intéressant de voir comment les mémoires monétaires peuvent se répéter 100 ans après. Donc avoir un tout petit peu de philosophie d'histoire dans sa besace, c'est pas forcément une mauvaise idée. Vous parlez de mythes narratifs et de storytelling dans le monde de la finance. Dites-moi plus, moi, je trouve ça très intéressant. Je crois que le monde
de la finance, en grande partie, il est animé par des mythes. Pas toujours, il n'y a pas que des mythes, bien évidemment, hein, il y a de la réalité profonde. Mais ce qui fait finalement le prix des actifs sur un marché, c'est souvent effectivement des narratifs. Vous avez eu pendant une trentaine d'années la désinflation compétitive. Aujourd'hui, vous avez effectivement la problématique de l'inflation qui est réelle, qui n'est certainement pas un mythe. Néanmoins, est-ce que l'inflation va demeurer longtemps à ce niveau-là dans le marché? La question se pose. On voit qu'effectivement, on a un fort reflux des prix de l'énergie, des prix du gaz. Donc là également, ça fait partie des sujets qu'on doit évaluer, qu'on doit sous-peser. Vous parliez tout à l'heure, effectivement, également de tout ce qui est ESG. Je ne dirais pas jusqu'à dire que c'est un mythe, mais ça fait partie quand même d'un narratif qui anime bien évidemment les banques et les collecteurs d'épargne. Donc il faut également séparer le bon grain de l'ivraie. C'est plus qu'un narratif, pour le coup, c'est quasiment, je disais, quasiment obsessionnel. Il y a une dimension légèrement idéologique, oui. Et c'est dangereux selon vous? Je pense que ça peut être dangereux dans la mesure où ça peut conduire à des surinvestissements dans certains secteurs. Donc vous avez des industries qui vont bien évidemment bénéficier de subventions, d'intérêts des investisseurs, alors que leurs perspectives de rentabilité à long terme ne sont pas établies. Donc oui, ça peut être dangereux. On dirait que vous parlez du tout électrique de l'automobile. C'est un peu pareil, quoi. C'est-à-dire qu'on pousse, c'est la course, c'est une course effrénée au vert, à l'électrification d'absolument tout. Et si on le fait trop vite et si c'est trop obsessionnel, justement... Et c'est pour ça que je pense qu'il faut être pragmatique et que le marché, à plus ou moins long terme, séparera le bon grain de l'ivraie. C'est comme ça que ça se passera. Est-ce que la philosophie, donc vous êtes agrégé de philosophie, je l'ai déjà dit, est-ce que ça vous aide, en mettre en perspective votre métier, ou alors est-ce que c'est une discipline, la philo, que vous faites le dimanche sur votre canapé à relire des textes? Pardonnez-moi encore caricatural, mais je pense que ça aide à prendre une distance et ça permet effectivement de replacer, comment dire, les modes dans leur contexte et d'avoir, comment dire, une profondeur d'analyse qui est indispensable dans le métier que nous pratiquons. Est-ce qu'il y a des philosophes, puisqu'on en parle, que vous lisez et que vous avez lu et que vous relisez, et je dis là, il y a une sensibilité qui m'aide, moi, dans mon métier ou quelque chose comme ça? Est-ce qu'il y a des philosophes qui auraient pu comprendre, qui comprennent la finance et la gestion d'actifs? Alors, il y a moins de philosophes qui comprennent la finance et la gestion d'actifs que peut-être des économistes qui ont une vision philosophique sur le sujet. Je pense notamment à Keynes, qui bien évidemment fait partie de cette école, hein, le groupe de Cambridge. Et donc, je pense que la lecture de Keynes et de tous ceux qui appartenaient au groupe de Cambridge aujourd'hui, où on a besoin des États, on a besoin également des banques centrales pour soutenir l'activité et pour accompagner les multiples transitions auxquelles nous devons faire face, à mon avis, sont essentielles. Dernière question, il nous reste une trentaine de secondes. À l'école, quand vous étiez à l'école, la banque, la finance, la gestion d'actifs, c'est des choses qui vous passionnaient, ou alors c'était un hasard? Écoutez, c'est un hasard ou la providence, ou les deux, ou un hasard providentiel. Donc, ce n'était pas principalement mon sujet de prédilection essentiel. Entendu. Merci infiniment, parfait. Emmanuel Salle. Merci beaucoup. Vous êtes donc le fondateur, je l'ai dit, de la financière de la Cité, et je vous remercie infiniment d'avoir répondu à mes questions pour Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt.